Eh mon cœur, t'as vu, il y a le nouveau film de Kevin Costner qui vient de sortir là. C'est la première partie de son épopée là, western et ça dure 3 heures. Ah bon? 3 heures? J'espère qu'on ressentira pas trop les longueurs, hein. Mais non, le Seigneur des Anneaux ça dure bien plus longtemps et on voit vraiment pas le temps passer. Ouais, mais c'est une exception. Et Titanic, ça dure 3h15 et ça passe à une vitesse. Pareil, c'est une exception. Bah tiens, Kevin Costner, il avait déjà fait un film de 3 heures autour du western avec Danse avec les loups. Et c'était super bien passé, alors ça devrait le faire, je pense. Je l'espère, hein, parce que les premiers avis, ils étaient pas fameux. Hein. Ouais, mais ça c'est rien, on connaît la presse maintenant, hein, tant que le public suit. Ben justement, j'ai vu aux USA au niveau public, ça a fait un bide. Sérieux, qu'est-ce qui s'est passé avec le western aujourd'hui? Pourquoi il est moins populaire qu'avant? Et franchement, regarde, à part The Revenant, Les 8 salopards ou Django Unchained, et franchement, les westerns, ça marche pas du tout au box-office, quoi. Bah c'est parce que les films de super-héros, ils ont pris trop de place aussi. Ouais, d'accord, mais n'empêche qu'au moins une fois par an, tu devrais avoir un gros western qui fonctionne, quoi. Dis-toi qu'il y a 30 ans, des films comme Danse avec les loups ou Impitoyable, ça a cartonné. Mort ou vif aussi. Ah bah non, justement, le film de Sam Raimi a fait un bide. Ah ouais, c'est vrai. Ah, je regrette la bonne époque des western spaghetti. Mais pourquoi tu me parles de nourriture pour un film de cow-boy? Mais non, rien à voir. Attends, je t'explique. L'expression western spaghetti désigne les westerns produits en Italie. Si les catégories de base du western traditionnel se retrouvent bien dans la déclinaison italienne du genre, celle-ci se démarque des productions américaines à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un genre cinématographique qui n'a pas pour but de glorifier les valeurs traditionnelles de la nation américaine. L'individualisme et l'anomie sont les piliers du monde du western spaghetti. L'ordre est réglé par le revolver, la loi est celle du plus fort. Les règlements de compte, la violence exercée sur les femmes, le manque d'argent ou la possibilité de mettre la main sur un magot et le sexe sont les moteurs omniprésents de l'action. Et la plupart de ces histoires totalement dénuées de morale sont empreintes d'un humour qui fait basculer les tueries du côté du grand guignol. C'est un cinéma de série B qui se veut clairement populaire, grand public, voire prolétaire. Pourtant, il va engendrer quelques chefs-d'œuvre, créer un style et révolutionner le cinéma, tant la mise en scène que dans la prise de vue ou la place de la musique dans un film. C'est quand même assez raciste d'appeler ça des western spaghetti. C'est comme si nous on appelait nos films policiers des polars camembert. Effectivement, ça serait ridicule. Quoique c'est un peu marrant quand même. Mais bon, tu sais que même Sergio Leone, il détestait qu'on appelle les westerns italiens comme ça. Tiens, en parlant de lui, tu comptais me parler d'un de ses films dans les 5 que t'as choisis? Ben non, ce serait trop évident. Non, j'ai préféré choisir 5 films pour te faire découvrir le genre d'une façon plus large. Et de toute façon, Leone mériterait la sortie du culte à lui tout seul. Ouais, pas faux. Bah vas-y, balance la sauce. Enfin... Enfant, Bill est témoin du meurtre de ses parents par 4 criminels. 15 ans plus tard, il commence sa quête de vengeance durant laquelle il croise le chemin de Ryan, repris de justice qui entend récupérer son argent auprès des mêmes criminels. La mort était au rendez-vous est un film italien sorti en 1967 et réalisé par Giulio Petroni, un réalisateur à qui on doit d'autres westerns italiens comme Ciel de plomb ou encore 3 pour un massacre. Un film qui a le luxe d'avoir Orson Welles à son casting quand même. En ce qui concerne La mort était au rendez-vous, eh bien c'est un chouette film. Alors oui, on sent l'influence de Leone sur le film, mais ça n'en fait pas non plus un copier-coller. Le scénario est simple, si simple qu'on devine très facilement le retournement de situation finale. Ce qui est bien, c'est que ce sont les objectifs de chacun des 2 personnages principaux qui font avancer l'intrigue. Et puis ce duo fonctionne assez bien. Par contre, c'est un peu répétitif. Cela manque de conflit aussi. Les personnages paraissent trop invulnérables, rien ne les ébranle, rien ne les fait douter. Il faut vraiment attendre la fin pour comprendre vraiment peur pour eux et paradoxalement, la fin est moins chouette que le début. Et ce qui est un comble quand même. La mise en scène fait très fortement penser à du Leone. Un rythme lent, des gueules mémorables, un découpage dynamique avec plein de gros plans au milieu de plans d'ensemble. Les acteurs sont bons. Tout particulièrement Lee Van Cleef, c'est un acteur mythique qui a eu des rôles légendaires dans des films comme Le Bon, la Brute et le Truand, et pour quelques dollars de plus, ou encore New York 97. La musique d'Ennio Morricone donne un aspect épique et plus spectaculaire à l'action. C'est pas étonnant. Et pour l'anecdote, Tarantino utilisera le thème principal pour son film Kill Bill et rendra hommage au film dans plusieurs scènes. Bref, un bon western sympathique à découvrir pour les amateurs du genre. Ma vedrai che finiranno col rimpiangerci. Fermo là. Ehi,
Ma sono disarmato. Non vedi? Voglio soltanto restituire questa. Va. Professeur d'histoire à la santé fragile, Brad Fletcher se retire sous le soleil du Texas. Au cours de son périple, il est contraint de venir en aide à Beauregard Benet, un célèbre hors-la-loi blessé. Tous les opposent, et pourtant l'érudit idéaliste et le malfrat illettré finissent par se vouer une admiration réciproque. Le dernier face-à-face est un film hispano-italien sorti en 1967 et réalisé par Sergio Solima, grand réalisateur italien connu pour des films comme Colorado, La Cité de la Violence ou encore La Poursuite implacable. Il est aussi le père du réalisateur Stefano Sollima, qui a réalisé des films comme Subura, Sicario 2 ou encore Sans aucun remords, qui est adapté d'un roman de Tom Clancy. Et ce mec a clairement le talent de son père. Membre du trio des Sergio avec Sergio Leone et Sergio Corbucci, Sergio Sollima a eu la malchance d'être écrasé par l'aura de Sergio Leone. Et pourtant, ce dernier face-à-face mérite d'être connu. Le film est très bien structuré, efficace, sublimant tous les codes du western spaghetti. Il n'a rien à envier à la trilogie du dollar de Leone, aidé en cela par le scénario du quatrième Sergio, Sergio Donati. La photographie est somptueuse, les thématiques sont fortes et les acteurs au top. En tête de liste Gian Maria Volonté, connu pour des films comme Pour une poignée de dollars et quelques dollars de plus, ou encore Le Cercle Rouge de Melville, ainsi que Thomas Milian, connu dans les films de la même époque comme 3 pour un massacre, Colorado ou encore La Longue Nuit de l'Exorciste. Ainsi que des films internationaux plus connus, comme JFK d'Oliver Stone, comme Vengeance de Tony Scott, The Yard de James Gray ou encore Trafic de Soderbergh. Ouais, pas mal comme carrière le mec. Fort de ses dialogues savoureux et d'un sujet universel traité avec intelligence, le dernier face-à-face est un film à part, un divertissement à redécouvrir si pas encore fait. Je ne suis que de passage à Silver City. Dites-moi tout de suite ce que vous me voulez, je n'ai pas de temps à perdre. Eh bien moi j'ai le temps. Je n'aime pas du tout tes façons d'agir. Les hommes dans ton genre sont toujours à la recherche d'un mauvais coup à faire, tandis que nous qui sommes responsables de la justice et de l'ordre public, nous devons vous empêcher de nuire. Un homme mystérieux arrive dans une petite ville tirant un cercueil boueux derrière lui. Nommé Django, cet étranger sauve la vie d'une jeune femme et se retrouve ainsi projeté en plein cœur d'une guerre entre des révolutionnaires mexicains et une bande de racistes sadiques menée par un fanatique, le Major Jackson. Django est un film hispano-italien sorti en 1966 et réalisé par Sergio Corbucci, un réalisateur qui marque le western spaghetti avec des films mémorables comme Le Grand Silence, dont je ferai un sorti du culte un jour, ainsi que El Mercenario, Navarro Joe ou encore Le Spécialiste avec Johnny Hallyday. Oh, c'est tellement improbable que j'ai envie de le voir ce film du coup. Eh ben ça promet. Sergio Corbucci présente avec Django et son personnage principal iconique joué par le grand Franco Nero, un western considéré comme un classique qui à une époque a révolutionné le genre en remodelant le western, lui assurant un côté plus fantastique, jouissif, surréaliste, sadique et barbare. Une conduite qui inspirera plus d'un western, dont un petit paquet de suites plus ou moins indirectes à Django. Je regrette cependant que le film baisse parfois en intensité. Quelques passages auraient peut-être mérité un meilleur soin. Je pense à l'attaque d'un fort qui est assez banal, ou encore à la scène d'évasion qui manque un peu de piquant. Et le scénario reste malgré tout pensé, sans concession ni scène superflue. Il y a bien quelques temps faibles, mais ceci n'empêche pas de rendre la narration cohérente. Le style n'est pas totalement différent de celui de Leone, si on regarde bien, mais plusieurs composants se démarquent. Corbucci emploie le décorateur de Leone, Carlo Simi, le directeur de la photo Enzo Barboni, et l'assistant Ruggero Deodato. Celui qui réalisera ensuite Cannibal Holocaust et The Barbarians. Pourquoi ça m'étonne pas de te voir sourire comme ça? Malheureusement, il ne peut s'offrir les services d'Ennio Morricone, mais la musique de Luis Bacalov reste quand même sacrément marquante et symptomatique du genre, notamment par son thème qui sera réutilisé par Tarantino. Encore? Mais tu sais très bien qu'il arrêtera jamais de piquer des trucs, lui. Entre La Mort est au rendez-vous et maintenant Django. Mais il pique pas, il rend hommage. Et d'ailleurs, dans son film Django Unchained, il refait venir Franco Nero pour un caméo. Corbucci donne une tonalité macabre à la lisière du fantastique. Moins obsédé que Leone par la technique, il n'en a pas moins le sens du cadrage, certains plans étant carrément superbes. Donc malgré quelques petites faiblesses, ce western demeure un film culte que je vous recommande chaudement de rattraper si ce n'est pas déjà fait.
Fils d'Indien, Keoma est recueilli par un père blanc, tendre et juste, qui a déjà 3 fils du même âge. Bien des années plus tard, jaloux et avide de pouvoir, ces 3-là travaillent pour un riche propriétaire qui terrorise une région entière touchée par la peste. C'est dans ce climat malsain que Keoma revient de guerre, et c'est la mort elle-même qui l'accompagne. Keoma est un film italien sorti en 1976 et réalisé par Enzo G. Castellani. L'un de mes héros. Ouais, parce qu'il a réalisé un paquet de films de série B et Z, hein. Et c'est des films qui plaisent à tout le monde. Des films comme La mort au large, comme Les Nouveaux Barbares, Les Guerriers du Bronx 1 et 2. Ouais, en gros, que de la merde. Oui, mais de la merde de qualité. Bon, il a réalisé un autre vrai bon film qui s'appelle Big Racket. T'es satisfaite? Parce que oui, on va pas se mentir, Keoma est objectivement le meilleur film de son réalisateur. Castellari réussit l'exploit de s'approprier un genre écumé en long, en large et en travers à l'époque. L'usage récurrent de ralenti, suggérant une rapidité de tir fantastique et les apparitions surréalistes d'une vieille dame, crée une douce ambiance surnaturelle arrosée de chants mélancoliques. Ce western jouit d'une très belle mise en scène avec des cadrages super bien composés, quelques belles lumières, une ambiance post-apocalyptique renforcée par le décor angoissant, ainsi que des scènes christiques comme la scène de la crucifixion, et qu'Albert Pyun a dû rendre hommage en refaisant une avec Van Damme dans le film Cyborg. Tout comme Django, Franco Nero y trouve un rôle iconique et dégage un charisme de fou, même si un peu sous-estimé à mon goût. Bref, un film culte, crépusculaire et profond, qui sent la sueur et la mort, et qui mérite d'être découvert, y compris si vous n'avez pas vu tant de western que ça. Jack Beauregard est un héros vieillissant qui veut quitter les États-Unis pour aller finir ses jours en Europe. Avant de payer son passage en bateau pour le vieux continent, il souhaite venger la mort de son frère Nevada Kid. Sur la route, il croise un jeune aventurier qui se présente comme étant personne. Admirateur facétieux de Beauregard depuis son enfance, qui multiplie les calembours et semble chercher son amitié. Mon nom est personne est un film italo-franco-allemand sorti en 1973 et réalisé par Tonio Valeri, qui a commencé comme assistant réel sur les 2 premiers films de la trilogie du dollar de Sergio Leone. On y revient. Mais aussi des films comme Le Dernier jour de la colère ou encore Folie meurtrière, un giallo de 1972. Autant le dire tout de suite, Mon nom et personne fait partie des musts du western spaghetti. Cela s'explique par quelques points. D'abord, l'atmosphère générale du film n'est jamais vraiment dramatique et jamais non plus vraiment comique. Le réalisateur Tonio Valeri est parvenu à faire osciller son film entre les 2 genres avec beaucoup d'intelligence et de subtilité. De ce fait, l'alchimie passe vraiment bien à l'écran. En complément, le binôme Henry Fonda-Terence Hill est une machine très bien huilée. Qui aurait cru qu'un jour ces 2 acteurs, aux influences totalement opposées, auraient formé ce duo magique et qui avec le temps est devenu mythique. Alors je te rappelle quand même que Terence Hill est surtout connu pour son duo mythique avec Bud Spencer. Une autre idée de sortie du cul, peut-être? Alors le film a aussi la particularité d'être produit et coécrit par Sergio Leone. Et pas que coécrit, hein, parce qu'il semblerait que Leone a eu aussi l'idée originale du film. Certaines scènes auraient été tournées par Sergio Leone, notamment le duel de baffe dans le saloon et la scène de la pissotière. Que Valérie trouve affreuse par la même occasion. On retrouve quelques éléments caractéristiques du style de Leone, comme la lenteur de l'action, perceptible surtout dans la scène chez le barbier au début, rythmée par le tic-tac d'un vieux réveil morriconien. D'ailleurs, en parlant de Morricone, la musique qu'il a composée pour le film est juste culte. Elle vous rentrera direct dans la tête et vous aurez du mal à ne plus la siffler. Ne pense même pas à commencer tes sifflements, s'il te plaît. Pour conclure, Mon nom et personne est un film drôle, jouissif, une magnifique réussite qui vient dédramatiser un peu un style de western qui en arrivait à se figer dans ses codes et en devenant presque solennel. Un film à découvrir en famille et qui fait aussi office de bonne porte d'entrée pour découvrir le genre. Voilà, et donc si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et moi je vous dis ciao. Tu t'es pas trompé de format là? Ah ouais, merde.